Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la classe de l'éco. Je suis Céleste, l'assistante du prof de la classe de l'éco. Votre prof doit être en vadrouille quelque part dans le monde, je crois qu'il n'a pas de réseau actuellement. Aujourd'hui, nous allons parler de la richesse nationale et de sa redistribution. En France, la majorité des indicateurs économiques sont établis par l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques. La richesse créée par une entreprise est évaluée par sa valeur ajoutée. Nous avons vu la valeur ajoutée dans une autre vidéo. Pour résumer, la valeur ajoutée représente la richesse créée par l'entreprise. On la calcule en retirant les consommations intermédiaires qui ont permis de fabriquer le produit ou service sur le prix de vente. L'ensemble de la richesse créée par toutes les entreprises sur le sol national devient la richesse créée par un pays. On appelle cela le PIB. Le PIB est donc le produit intérieur brut. Le taux de croissance d'un pays mesure l'évolution du PIB sur une période, soit par mois ou par trimestre ou à l'année. Quand le PIB augmente, on dit que le pays connaît une croissance. Quand le PIB diminue, alors on appelle cela une récession économique. Quand la récession s'accentue et dure pendant des années, alors on parle de dépression économique. En 1929, la Grande Dépression économique a joué un rôle significatif dans les événements qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. La crise économique mondiale a exacerbé les tensions sociales et politiques dans de nombreux pays, notamment en Europe. Le chômage élevé, la pauvreté et la colère sociale ont créé un terreau fertile pour l'émergence de régimes autoritaires et totalitaires. La suite, vous la connaissez avec toutes les conséquences. La peur d'une récession prolongée est donc légitime pour les gouvernements. Le taux de croissance mesure la richesse d'un pays, mais il ne mesure pas pour autant le bien-être de ses habitants. Pour tenir compte de la taille de chaque pays, on peut calculer le PIB par habitant. C'est le PIB du pays divisé par le nombre d'habitants du même pays. Il indique la richesse moyenne produite par chacun de ses habitants. Cela permet donc de comparer les pays entre eux. Sur le site du Fonds monétaire international, on peut retrouver les pays selon le PIB par habitant. On remarque que l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et du Nord sont dans les premières positions ainsi que l'Australie. Même si le raisonnement est simpliste, on peut cependant dire que la Seconde Guerre mondiale a redistribué les cartes économiques dans le monde entier. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis détenaient environ les 2/3 des réserves d'or mondiales. Cela leur a donné une position dominante dans le système monétaire international de l'époque, connu sous le nom de système de Bretton Woods. Ce système, établi en 1944, a lié les autres monnaies au dollar américain, qui était lui-même convertible en or. Le plan Marshall, officiellement connu sous le nom de Programme de rétablissement européen, ERP, lancé en 1947 par les États-Unis, a joué un rôle déterminant dans la reconstruction économique de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, même si d'autres facteurs ont joué par la suite, notamment les innovations technologiques et les politiques économiques. Les USA ont toujours une forte influence sur l'Europe. Les indicateurs du PIB sont donc une moyenne globale de la richesse créée par un pays sans distinguer les inégalités sociales. Ils n'intègrent pas les dégâts causés par l'environnement, l'épuisement des richesses naturelles, la pollution. Il ne prend pas en compte le qualitatif comme le bien-être, la sécurité, le niveau d'éducation, la liberté. C'est donc pourquoi d'autres indicateurs furent créés. L'IDH, qui est l'indice de développement humain, est un indice statistique créé par les Nations Unies pour évaluer le niveau du développement humain des pays du monde. En plus des critères économiques, l'IDH intègre l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le niveau de vie. On tente d'y intégrer des critères environnementaux, consommation et épuisement des ressources naturelles, pollution, etc. L'ONU compte 193 États membres. Elle travaille pour défendre les droits de l'homme à travers le monde. Elle fournit de l'aide et assistance en cas de crise, catastrophe naturelle par exemple. Et enfin, elle aide à résoudre les différends entre nations. Afin d'améliorer le bien-être, la santé et la justice sociale en France, un système de redistribution important fut créé au fur et à mesure du temps. Tout commença par la création du système de la sécurité sociale en 1945. La redistribution sociale consiste à protéger chacun contre certains risques tels que la maladie ou la perte d'emploi, contre des cotisations obligatoirement prélevées sur chaque salaire. Cette protection individuelle est basée sur le principe de solidarité, tous financent et ceux qui en ont besoin reçoivent.
Les deux principaux organismes sociaux qui s'occupent de cette redistribution sont la Sécurité sociale et l'UNEDIC. La Sécurité sociale gère les risques suivants: maladie, accident du travail et maladies professionnelles, maternité, allocations familiales, vieillesse et retraite. L'UNEDIC, qui est l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, gère l'assurance chômage. Cette redistribution est directement prélevée sur le salaire entre le passage du salaire brut au salaire net. Cela s'appelle les cotisations sociales. D'autres prélèvements se font quand vous achetez un produit. Il s'agit d'une taxe sur la valeur ajoutée. Grâce à la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises, que l'on appelle couramment la TVA, l'État et les collectivités locales redistribuent une part pour réduire ces inégalités. Un revenu de solidarité active, RSA, est attribué aux personnes sans ressources. Une prime d'activité est attribuée à des personnes qui travaillent, mais qui disposent de faibles ressources. Avant chaque rentrée scolaire, une allocation de rentrée scolaire, ARS, est donnée aux familles ne dépassant pas un certain niveau de ressources et ayant des enfants scolarisés. Dans le même esprit, des aides non financières existent. L'État et les collectivités locales mettent à disposition de tous des services publics, gratuits ou avec une participation financière très inférieure au coût réel. Pour rappel, nous appelons cela de la production non marchande. Nous pouvons citer des exemples comme l'enseignement public, la justice, la police, l'armée, le ramassage des ordures ménagères. J'ai trouvé sur le site Vie publique un tableau de 2019 qui permet de catégoriser par tranche d'âge le niveau de redistribution. Je vous mets le lien en description. D'autres impôts servent à financer la redistribution de la richesse, comme les impôts sur le revenu, l'impôt sur la fortune, etc. Cela permet ainsi d'établir le budget de l'État pour chaque année. En fonction des recettes qu'il pense avoir, l'État établit un budget en programmant ses dépenses, y compris la redistribution. L'État doit donc équilibrer son budget pour ne pas creuser un déficit budgétaire. Vous l'aurez compris, les recettes de l'État proviennent principalement de différentes sources d'impôts et de taxes. Nous avons déjà cité les impôts sur le revenu qui sont prélevés sur les revenus des particuliers. Nous pouvons ajouter les impôts sur les sociétés qui sont prélevés sur les bénéfices des entreprises. Nous avons déjà parlé de la TVA qui est prélevée sur la consommation de biens et de services, ainsi que les cotisations sociales prélevées sur les salaires. Nous pouvons ajouter les droits de douane qui sont prélevés sur les marchandises importées. Les dépenses seront donc les services publics, la sécurité sociale. C'est aussi les infrastructures comme la construction et l'entretien des routes, des ponts, des transports publics, etc. Cela permet de financer la défense par le financement des forces armées et des programmes de défense nationale. Cela permet d'investir dans l'innovation, la technologie et la recherche scientifique, mais aussi cela permet de payer les intérêts sur la dette contractée par l'État. Nous en avons parlé lors de la vidéo sur les agents économiques, l'État contracte des prêts sous forme d'obligations d'État. Le budget de l'État permet donc de ne pas accentuer la dette publique. Même si ces dernières années avec le Covid et les plans de relance économique, cela n'a pas aidé à remonter la pente de l'endettement. Je vous mets un lien en description sur le vote du budget de l'État du 14 février 2025. Actuellement, en février 2025, la dette de l'État s'élève à 3 228 milliards d'euros, soit 112% du PIB. C'est-à-dire qu'il faudrait 1,12 années de production de richesse pour rembourser la dette si plus aucune dépense n'était faite dans le pays. Ce qui est évidemment impossible, l'État a deux gros leviers pour diminuer sa dette, soit elle augmente les taxes et impôts, ce qui peut générer des tensions sociales dans le pays, ou alors diminuer ses dépenses et donc réduire les postes dans les services publics comme les écoles, la police, ou alors même diminuer certaines aides comme l'allocation retraite ou le chômage. Ces deux leviers permettent donc de créer un excédent, c'est-à-dire avoir un budget qui est positif, donc d'avoir plus de recettes que de dépenses. Le dernier excédent budgétaire de la France remonte à 1974. Cette année-là, la France a enregistré un excédent budgétaire d'environ 8,5 milliards de francs de l'époque, soit un peu plus de 6,7 milliards d'euros aujourd'hui. Ce fut donc le dernier excédent budgétaire de la France. Il faut donc comprendre que créer un excédent commercial, cela veut dire payer plus d'impôts de ce que l'on reçoit en service. Donc c'est payer pour le déficit passé, ce qui est très impopulaire.
Depuis, la France a connu une série de déficits budgétaires et l'endettement public a continué à croître. Qui aura le courage de prendre cette décision dans les prochaines années afin de pouvoir réduire la dette en France? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour résumer cette vidéo de manière très synthétique, le produit intérieur brut est la somme de toutes les valeurs ajoutées d'un pays, ce qui donne la richesse nationale. On compare les richesses des pays en fonction du nombre d'habitants. D'autres indicateurs, comme l'indicateur de développement humain, permet de comparer en plus le bien-être social, la justice et l'espérance de vie d'un pays. En France, la redistribution se fait par le prélèvement de taxes et impôts afin de redistribuer à ceux qui en ont besoin. La taxe sur la valeur ajoutée permet de financer les services publics et des aides comme la prime d'activité. Les cotisations sociales permettent de financer la sécurité sociale et l'UNEDIC. Un budget est voté chaque année pour financer les dépenses de l'État en estimant ses recettes. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne du prof de l'éco. Cela permettra à rendre accessible l'économie à tous. Un peu comme la redistribution de l'État, sauf qu'ici il n'y a pas d'impôt. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.